Merci aux donateurs et partenaires qui rendent possible cette belle chaîne de solidarité. L'équipe du Pignon Bleu vous souhaite de très joyeuses fêtes. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. De Aînés, on vous écoute. Alors, ici Pierre Lavallière, consultant à l'AQDR, afin de vous faire connaître le vécu des nouveaux arrivants déjà bien installés chez nous depuis de nombreuses années. En l'absence de votre animatrice habituelle Judith Gagnon, présidente de l'AQDR, l'Association québécoise des droits des retraités, j'ai le plaisir d'accueillir M. Coulibaly, d'origine africaine, qui va nous entretenir de son pays, d'origine le Mali, et sa venue au Québec avant de s'établir à Ottawa et maintenant président de l'ADAC, l'Association de la diaspora africaine. Bonjour, M. Coulibaly. Bonjour, M. Lavrière. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci bien. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Voulez-vous, vous arrivez au Québec pour quelque temps et vous vous installez à Ottawa. Expliquez-moi. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cet honneur et ce privilège que vous me faites d'être sur votre plateau et aussi de m'adresser aux aînés et tous vos auditeurs. Et donc, vraiment une pensée particulière à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Alors, comme vous l'avez si bien dit à l'introduction, mon nom c'est Soumaïla B. Coulibaly et je suis arrivé par le Québec en juillet 2022, donc on parle quand même de bientôt 15 ans. Alors, par après, je me suis établi à Ottawa-Gatineau, qui est aussi quand même vraiment une zone assez francophone et une zone où vraiment on a beaucoup d'aînés aussi dans notre communauté. Et depuis, je fais un cheminement universitaire professionnel et aujourd'hui, dans les affaires communautaires, je préside l'Association de la diaspora africaine du Canada. Et moi-même, je suis originaire d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Mali et c'est un pays très francophone et on est en Afrique de l'Ouest. Et puis comme vous le saviez, même il y a juste quelques jours, le sommet de la francophonie s'est tenu à Djerba, en Tunisie. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rappelé l'importance de la francophonie et du rôle que le Canada et le Québec veulent jouer et surtout en continuant à soutenir tout ça. Donc vraiment, on est tous des francophones fiers et ensemble dans le Québec et dans le Canada en général. Écoutez, décrivez-nous dans un premier temps votre arrivée au Québec et au Canada. Plus précisément, votre accueil. Comment ça s'est passé? Quand même, vraiment, en montant en 2008, il n'y avait pas beaucoup de structures et il n'y avait pas beaucoup de radios comme la vôtre actuellement qui donnaient des informations. Donc, je dirais quand même c'était un peu du pêle-mêle en son temps et c'était un peu difficile. Et d'ailleurs, c'est une des raisons que plus tard, nous allons nous impliquer pour avoir d'autres structures et d'accueil et on va de plus en plus vraiment demander à ce qu'il y en a. Mais quand même, la bonne nouvelle, vu que le Québec, quand même, pour le reste du Canada, était quand même un peu habitué aux immigrants depuis les années 70 en montant, il y avait plus de structures d'accueil à Québec qu'ailleurs. Et selon les chiffres que nous, on a déjà, ou les statistiques qu'on a au niveau de l'Association de la diaspora africaine, on n'en avait même pas dans certaines provinces. Il y avait même certaines provinces qui n'avaient pas d'accueil. Donc, si je dois faire cette comparaison, je dois dire quand même que j'ai été plus ou moins bien accueilli à Québec, ce qui m'a même permis vraiment de m'établir et vraiment de venir plus tard et vraiment de faire mon cheminement professionnel, universitaire et même communautaire aujourd'hui. En tant que président de l'ADAC, décrivez-nous votre rôle. Vous participez en fait à différentes associations provinciales, je crois, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Donc, au départ, quand même, l'ADAC voulait être quand même un peu un parapluie comme pour les grandes associations africaines. Bon, c'est vrai, comme on aime toujours le dire, il y a toujours un adage en africain qui dit que l'union fait la force. Mais dans cette union, beaucoup voient qu'il faudrait juste une seule entité. Un moment, comme vous le voyez dans la réalité du Canada, on est organisé en fédération, en province, en ville, en municipalité, en sensibilité comme des aînés, des jeunes. Donc pour cela, tu ne peux pas créer une seule entité pour tout le monde. C'est pourquoi nous, on a toujours encouragé vraiment les organisations, les associations par affinité ou par enjeu ou par problématique. Pour cela, nous nous sommes donné un rôle de leadership, vraiment de faire un peu d'accompagnement sur tous les gens dans leurs problématiques. Par exemple, je sais que vous et moi, on s'est connus parce que vous étiez un peu à la recherche d'un groupe d'aînés ou des aînés. Justement, on a un groupe d'aînés spécifique qui est là. Nous sommes là. On les supervise et puis on leur donne ou on essaie d'aller trouver des ressources pour eux. Quand on a des entrepreneurs, on va aller aussi chercher des entrepreneurs. Quand on a des jeunes qui sont pris, par exemple, avec des enjeux de l'employabilité ou même avec d'orientation universitaire, on essaie d'intervenir. Donc, vraiment, on interagit avec un peu tout le monde. Et quand même, il faudra reconnaître que la population de la diaspora africaine est de plus en plus en croissance. On parle plus du million actuellement de personnes de descendance africaine au Canada maintenant. Ah bon. Est-ce que vous diriez que vous avez des associations bien structurées dans chacune des provinces du Canada? Définitivement, parce qu'au départ, les gens ne comprenaient pas le but de ces organisations ou de ces choses communautaires. Comme vous le savez quand même, dans la majorité du temps, c'est bénévole, ce n'est pas rémunéré. Et les gens sont en pris quand même avec des enjeux qui sont comme la survie, le logement. Les gens n'ont pas fini, par exemple, avec tous ces enjeux pour donner du temps à ces associations-là. Mais quand les gens ont de plus en plus eu le rôle que peut jouer ces organisations, de plus en plus on a des implications de ce qui nous a permis vraiment d'être établis un peu partout au Canada. Mais là où on n'est pas établi, on a toujours vraiment un partenaire qui est sur place, qui délivre nos services. En effet, tout ce travail, bien sûr, a une influence sur votre cheminement familial et social. Que vous avez des enfants, bien sûr. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Définitivement, moi-même, je suis marié et puis j'ai 2 enfants. Je dois quand même dire que ça prenait beaucoup de discipline et comme je le dis justement à cause de tout ça, ceux qui ne sont pas dans le leadership, ils sont toujours vraiment empêchés. Imaginez par exemple quand mes enfants doivent aller au soccer, ils doivent aller à des séances de danse ou bien on doit même aller au cinéma, c'est toujours un jugement, est-ce que je vais aux activités communautaires ou bien, donc pour tout ça, veut pas, ça prend un sacrifice au niveau de la famille et même aussi certaines opportunités que tu ne peux pas faire. Par exemple, moi actuellement, je vous l'avais dit, moi je commence à aller maintenant pour certaines opportunités jusqu'à Dakar parce que mes enfants ont un peu grandi maintenant. Mais imaginez en son temps, quand ils étaient petits, je ne pouvais pas y aller. Oui, vraiment, ça a un coût et c'est vraiment le coût est le même vraiment pour tous nos membres. Surtout ceux qui doivent s'impliquer plus que les autres, ont ce coût-là. Et d'un point de vue personnel et même monétaire, j'ai fait un peu, moi-même je suis analyste financier de profession, en moyenne ça me coûte vraiment, moi-même de ma propre poche,
à peu près 15 000 $ dans les affaires communautaires et cela répartit soit à des restaurants que je dois payer à des organisations ou bien même des voyages que je me paye ou bien même des chambres où je dois me faire loger ou bien même des cas sociaux, par exemple, de quelqu'un est pris dans une situation, je peux pas attendre toute la procédure de la communauté pour intervenir, il faut que moi-même j'intervienne pour vraiment faire ça, ou bien même peut-être un étudiant m'appelle, écoutez, il doit payer son permis à l'immigration, il n'a pas d'argent, les parents n'ont pas envoyé d'argent, je dois donner tout de suite ma carte de crédit pour faire payer ça. Donc oui, vraiment, ça a un coût et vraiment, j'ai la chance d'en parler aujourd'hui et c'est le lieu pour moi vraiment de féliciter tous ces leaders communautaires dans la communauté qui font ces sacrifices-là dans le silence, sans qu'on en parle. À combien évaluez-vous le nombre de votre association canadienne et québécoise en particulier, là? Combien de membres? Voilà. Écoutez, c'est et selon notre mandat et notre constitution, toute personne de descendance africaine est membre de fait. Bon, maintenant, écoutez, on a un exécutif, on ne s'attend pas à ce que tout le monde devienne membre de l'exécutif ou bien vraiment que tout le monde paye son membership. À date d'aujourd'hui, si je dois parler vraiment des gens qui ont payé leur membership, on parle quand même à peu près de 70 000 à travers le Canada. Mais si je te parle quand même de la population afro-descendance africaine, on parle du million et nous, vraiment, on considère tous ces gens-là vraiment comme faisant partie de notre organisation, qu'ils viennent ou pas, on pense qu'on a leur nom. Et tous ceux qui nous contactent, d'ailleurs, depuis mon élection en 2017, ce que j'ai fait, c'est vrai qu'on a un bureau qui est mis en place pour un certain nombre d'années. Même si tu ne peux pas être tout de suite dans l'exécutif, dépendamment de la problématique, je te demande tout de suite de me faire un comité que tu vas présider et tu vas te rapporter directement à moi. Un exemple de cela, c'est vrai qu'on a toujours mis les questions de racisme systémique dans nos combats, mais quand il y a eu l'éclatement de l'affaire de George Floyd aux États-Unis, et automatiquement j'ai demandé à ce qu'il y ait une commission de racisme systémique qui est présidée par certains membres vraiment qui étaient dont l'enjeu était très très important pour eux, mais ils se rapportent directement à moi. Quand il y a eu aussi la pandémie, il y a eu beaucoup de questions financières et économiques. J'ai demandé à ce qu'il y ait une commission économie et création des richesses qui se rapporte directement au bureau exécutif. Donc, d'une façon ou d'une autre, on trouve le moyen d'impliquer tout le monde, ou bien même si quelqu'un a un événement ponctuel, on va te laisser le leadership et puis nous, on va t'accompagner. Donc, probablement qu'au Québec, l'association est plus généreuse, en fait, plus nombreuse, n'est-ce pas? Définitivement, cela vient quand même un peu par le nombre, vous savez, quand on parle de la diaspora, il y a une notion de panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un peu quoi? C'est un peu comme tous ces pays-là, qui veulent toujours une certaine autonomie financière, qui veulent une certaine indépendance. Et je le rappelle encore, qu'on le dise officiellement ou pas, l'immigration pour nous, le premier objectif est économique. Économique pourquoi? Parce que peut-être on n'était pas satisfait de notre condition de vie chez nous, on a immigré ici. De cela, quand les gens viennent, la majorité viennent de ces pays qui ont vraiment cette fibre panafricaine et ces pays-là sont de majorité francophone. Et s'ils sont de majorité francophone, en arrivant au Canada, ils s'établissent en général à Québec. Et n'oublions pas aussi qu'on a l'aéroport international qui est là-bas. Et en général, les gens sont accueillis. Ceux qui ont la chance de trouver tout de suite quelque chose là-bas restent. Sinon, on parlait d'un taux d'établissement de 66% à un moment. Donc, 66% des gens qui arrivent par le Québec et à Montréal restent même à Montréal. Donc, oui, je peux te dire, basé sur toutes ces considérations, on est plus nombreux vraiment dans la province de Québec.
Et j'aimerais vous entendre un petit peu parler de notre climat à votre arrivée. Est-ce que vous avez des expériences à nous raconter? Là, vraiment, personnellement, je l'ai toujours dit, et même là, actuellement, il y a une activité qui se fait qui s'appelle un comité de randonnée. Je m'y rends souvent pour les encourager. Et maintenant, à un moment, quand ils faisaient les invitations, je les faisais toujours la blague, il faut que ça soit vraiment une température caïsienne. Caïsienne, vraiment, c'est pour faire appel à mon lieu de naissance et puis d'où je viens en Afrique. Et Caï, c'est vraiment une région du Mali. C'est la région la plus chaude après Djibouti. Donc, la température peut atteindre jusqu'à 47 degrés. Oh là là! Voilà. Donc, vraiment, c'est un peu à l'envers ici que je me suis retrouvé. Mais comme on l'a toujours dit, écoutez, l'homme est de nature résilient. On s'adapte, mais vraiment. Et d'ailleurs, même c'était quand je mettais mes jeunes enfants dehors, j'ai été chanceux. Il y a toujours une vitre, je peux les voir. J'ai toujours mis mes enfants dehors et ils jouent dans la glace, mais moi je reste dans la maison en train de les watcher, comme on aime le dire, de les regarder. Mais moi-même, je suis jamais allé, j'ai payé des patins à $110, à $150, mais je me rappelle jamais de les avoir utilisés plus de 1 ou 2 fois. Donc vraiment, l'hiver est un peu, je m'adapte, mais vraiment, ce n'est pas moi chose. Et puis, chaque fois que même il y a des amis qui veulent me rendre visite, automatiquement je leur dis, écoutez, venez entre le mois de mai et le mois de septembre. Après ça, vous n'allez pas aimer. Même mes parents, quand ils veulent venir, je les fais venir hors de l'hiver. Donc vraiment, mais il y a des opportunités. J'ai appris avec les 15 ans comment m'adapter. Et par exemple, même à des aînés, je donne des techniques, moi, automatiquement. Et depuis le mois de juillet et le mois d'octobre, je me mets sur le vitamine calcium, magnésium 2-3. J'augmente mes activités sportives depuis toutes ces années. Et puis, je fais d'autres objectifs. Je fais plus de choses. Tout ce qui peut vraiment, comme on aime le dire, rendre l'hiver moins grisant, je le fais comme tout bon Canadien. Diriez-vous que la température est froide ici, bien sûr, mais que l'accueil est chaleureux? Oui, vraiment. Comme je le dis, c'est toujours, regardez, je vais te donner un exemple de cela. Vous savez quand même que le Canada est actuellement présent pour la première fois au soccer, qui est quand même un événement mondial à Qatar. Oui, en effet, bien sûr. Voilà. Le Qatar, quand même, a refusé aujourd'hui, parce que c'est un pays musulman. Moi-même, je suis 2 fois musulmane en passant. Et quand même, oui, dans l'islam ou les considérations religieuses, les questions d'homosexualité sont tabous ou sont interdites. Ils ont refusé même à l'équipe allemande qui jouait aujourd'hui de faire une manifestation de sympathie aux sympathies homosexuelles et autres. Ils ont eu gain de cause, la FIFA l'a interdit. Mais si tu prends le Canada en général, ce qu'on est arrivé à faire ici au Canada, c'est un miracle. Tout le monde arrive à bien vivre ici. Chrétiens, musulmans, juifs, homosexuels, toutes sortes, noirs, blancs. Et vraiment, les questions, oui, il y a toujours des problèmes, surtout nous dans la communauté africaine, on se plaint toujours vraiment du racisme systémique, mais le gouvernement quand même est en train de répondre. Il y a même au Québec aujourd'hui un ministère qui est dédié aux questions de racisme. Je ne pense pas quand même qu'on peut demander mieux que ça. Donc, ce qu'on est en train d'arriver ici au Canada, je pense que ça fait ce multiculturalisme. Oui, le Canada, la température est froide, mais on est quand même arrivé à créer un environnement d'accueil qui fait qu'on peut vivre dans la diversité. Et je finis là-dessus. J'ai lu quelque chose l'autre jour, juste il y a 3 semaines, qui était comme insolite pour moi. On parle de la fin du monde et que s'il y avait comme un séisme ou un truc, dans quel pays vous devez aller vivre? On avait classé 5 pays et parmi les 5 pays, le Canada venait en 3e position après l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Oh, c'est intéressant. Écoutez, est-ce que vous croyez que le fait que le Qatar reçoive ce tournoi peut changer des façons de faire dans la vie quotidienne? Ça
ça a été quand même un gros débat. Moi-même, vraiment, je suis un soccer. J'aime le soccer, j'ai joué vraiment, et même jusqu'à présent, je continue à jouer. Bon, il y a eu quand même beaucoup de déceptions, mais eux autres, je pense qu'ils ont gagné leur pari, qui est vraiment un pari, on va dire, commercial, politique et économique. Ils l'ont eu, ça va quand même un peu... vu que le soccer quand même a été toujours quelque chose qui transcende toutes les autres considérations, je pense quand même qu'à l'avenir, on fera beaucoup attention pour qu'il n'y ait pas vraiment d'exclusion. Voilà, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Un exemple de cela, écoutez, je suis sûr que quand même, comment que moi je peux t'inviter chez moi et puis je t'interdis par exemple de boire la bière chez moi. Donc, c'est comme une façon de vous dire, écoutez, vous êtes bienvenue, mais vous n'êtes pas la bienvenue. Malheureusement, c'était le cas quand même. Bon, le Qatar, écoutez, on connaît déjà les conditions dans lesquelles ils ont eu. Ça a été dit, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il est clair quand même que si on veut continuer à utiliser le soccer comme vraiment un facteur d'union, on va tenir compte de la place où tout le monde peut s'exprimer. Et quand même, on sait que quand même, le prochain, c'est le Canada, les États-Unis et le Mexique qui l'organisent. Je ne crois pas que dans tous ces pays-là, il y aura de ça là qui va se poser. Et toutes ces choses sont acceptées dans ces trois pays-là déjà. Alors, c'est intéressant d'entendre ça. Écoutez, dans un autre ordre d'idées, évidemment, vous allez prendre votre retraite un jour. Comment envisagez-vous votre retraite? À la maison, dans un RPA, une résidence de personnes âgées, etc.? Bon, je suis sûr quand même que dans le cadre de votre émission, ou quand même dans la vie générale ici au Canada, vous avez eu à côtoyer les membres de notre communauté et on va dire quand même que vraiment on est de nature sociale. Ça veut dire oui, on veut toujours être en contact avec les siens. Personnellement, je verrais vraiment ma retraite dans une maison et avec vraiment peut-être mes enfants et mes petits-enfants et comme toujours. Mieux que ça, la majorité d'entre nous, comme je le disais à l'introduction, notre immigration vraiment est un peu à but économique. Nous pensions quand même qu'après avoir travaillé ces longues années de labeur et tout, il est même très possible que 70% d'entre nous envisagent vraiment une retraite chez nous, au soleil, ou vraiment, parce que contrairement à ici, les aînés ont toujours un rôle prépondérant dans la société. Un exemple de cela, vous allez me voir quand je vais retourner en tant qu'aîné en Afrique, je vais être impliqué dans des comités, par exemple, de mariage. Je vais faire des démarches de mariage, même être impliqué dans des lieux cultuels, que ce soit les mosquées, les églises, ou bien même des cultes ancestraux, ou bien même je peux faire partie vraiment d'un comité de village où toujours ma voix compte. Donc, je me sentirai toujours valorisé. Et même les décideurs viendront souvent me consulter pour ma sagesse. Écoutez, le maire de la ville, ou bien même souvent, on fait même des visites aux aînés, qui est une tradition qui est là-bas. Donc, considérant toutes ces considérations, je verrai plutôt mes visites dans une maison que vraiment dans une maison de retraite et idéalement chez nous. Et indirectement, je peux te le dire, si on a fait déjà le sondage au sein de nos aînés, et même hier, pas plus que le samedi passé, je déjeunais avec l'ancien président de l'ADA qui est à la retraite aujourd'hui, dont je salue, M. Khalifa Goïta, qui ne ménageait aucun effort pour vraiment ces années, et qui est à la retraite aujourd'hui, qui a 66 ans, mais qui a vraiment un gros projet de retour, et il vient même d'un séjour de 2 mois là-bas. Donc, pour vous dire quand même que les gens, dans notre communauté, on a cette tendance-là de rester à la maison, ou vraiment, et maison pour nous, soit dans notre maison ici au Canada, au pire, et vraiment maison même en Afrique, et voilà. En fait, vous, l'Afrique, vous privilégiez l'Afrique pour le retour à la retraite, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ça, définitivement.
Et vraiment, c'est le lieu pour moi. Je sais quand même que moi-même, je suis un analyste. J'ai essayé de comprendre la structure. Déjà, quand on s'établit là-bas, on perd le 1/3 de la pension, parce que quand tu es à l'extérieur du Canada, tu n'as plus les 3/3, on te donne le 2/3. Mais c'est le lieu pour moi vraiment de penser aussi, de lancer un peu à mes collègues des institutions financières et autres, comment on peut faire des gens, s'ils peuvent avoir même des contributions supplémentaires, pour qu'ils puissent avoir d'autres contributions, pour qu'ils puissent compléter les 2/3 à 3/3, pour qu'ils puissent avoir vraiment leur pleine retraite, qu'ils soient au Canada ou pas. Ah bon, c'est très intéressant. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres projets d'ici votre retraite, ou vous continuez comme ça? Moi-même personnellement? Oui. Moi-même personnellement, écoutez, bon, c'est vrai quand même, c'était un honneur pour moi de venir dans l'émission ici. Je suis un peu jeune encore. Disons que j'ai une vingtaine de carrières encore à faire. Bon, bien entendu, parmi mes projets quand même, c'est de finir aussi professeur d'université. Je me dis, avec toute l'expérience quand même que j'aurais engrangé, le lieu idéal pour moi est surtout de redonner peut-être, et à l'université, j'aurai la chance vraiment de rencontrer les plus jeunes de notre communauté et d'avoir un impact sur leur vie et autres, à travers une formation académique, ou bien peut-être initier des conférences plus tard, si je vais avoir peut-être une certaine aisance financière qui me permettra de le faire, peut-être de faire des conférences à travers le Canada, où je pourrais me rendre de province et de ville en ville, et vraiment de parler des problématiques et vraiment d'avoir un impact. Et voilà, toutes ces choses-là. Et sinon, les gros projets aussi que j'ai maintenant, c'est d'inciter aussi la communauté vers l'entrepreneuriat. D'ailleurs aussi, le gouvernement nous a quand même beaucoup fait un clin d'œil en accordant une enveloppe de 21 millions de dollars canadiens sur 4 ans, de 2020 à 2024, pour encourager l'entrepreneuriat dans la communauté. Et je suis l'un des directeurs de projets et programmes de cela pour diriger ça. Et on est en train vraiment d'inciter les gens à l'entrepreneuriat, et les aînés aussi sont les bienvenus. Donc je profite aussi sur votre antenne, si vraiment des gens de notre communauté qui écoutent cette émission ont des projets d'entrepreneuriat, de nous encourager, c'est le moment, et on est là pour les accompagner. On a les fonds fédéraux pour cela. Monsieur Kalibali, je vous remercie beaucoup de votre généreux entretien, et le temps est terminé, donc nous devons nous quitter. Alors, au revoir et merci. Merci beaucoup. Auditeurs et auditrices, merci beaucoup de votre participation, de votre écoute. Alors, à la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. L'opération Panier de Noël du Pignon Bleu bat actuellement son plein en partenariat avec Métro Ferland. Cette initiative de chez nous vise à offrir cadeaux et denrées à 200 familles de Québec qui en ont bien besoin, particulièrement en cette année difficile. Le Pignon Bleu invite toute la population à faire un geste d'entraide en contribuant financièrement en ligne à pignonbleu.org. Plus que jamais, votre don va faire la différence. Merci aux donateurs et partenaires qui rendent possible cette belle chaîne de solidarité. L'équipe du Pignon Bleu vous souhaite de très joyeuses fêtes. Le Palais Montcalm présente la série Les coups de cœur de Madame Bellé. Appréciez des concerts d'artistes de renommée dans la grande salle Raoul Jobin et faites ensuite place à la découverte en sirotant un verre dans notre lounge feutré et chaleureux. Des artistes émergents de qualité vous y présenteront gratuitement du matériel original. Découvrez entre autres le jazz d'Ariane Racicot en après-concert du spectacle du Dan Touin Trio le 1er décembre prochain. Les coups de cœur de Madame Bellé. C'est aussi ça, la petite touche Palais Montcalm. Chez moi, je vérifie chaque année mon avertisseur de fumée. Pour moi, mais aussi mes voisins. Mon quartier, notre sécurité. Pour en savoir plus,
Visitez leville.québec.qc.ca/avertisseur-fumée. Pour Noël, faites plaisir à vos proches en leur offrant une soirée inoubliable à l'Anglicane. Avec des billets de spectacle ou la carte cadeau, profitez d'une programmation riche et variée à quelques pas du traversier. Découvrez vos prochaines idées cadeaux au langlicane.com. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigan, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi de 18h à 20h, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez repartir avec de beaux prix de présence. CKRL 89.1